Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enjeux politiques. En l'absence de Charlotte Reynaud, je suis heureuse de vous retrouver entourée d'élus de tous bords que je vais vous présenter. On va parler ce mois-ci de la confiance. Comment retrouver la confiance dans les élus avec ce taux d'abstention que nous avons vu pour le second tour de l'élection présidentielle qui était record à plus de 28%, qui a frôlé celui de 1969 il y a déjà plus de 50 ans. Donc nous avons parlé de confiance et je vous propose d'en parler avec mes invités qui sont ce mois-ci Danielle Simonet, conseillère La France Insoumise de Paris. Merci d'être avec nous. Donc bonjour. Oratrice nationale aussi de LFI. Bonjour Danielle. Alexandra Beljoudi, conseillère départementale Europe Écologie Les Verts du Calvados. Bonjour. Bonjour Alexandra Beljoudi. Bénédicte Pétel aussi, juste pas très loin de vous, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Bonjour. Merci d'être là. Soisic Perrault, vice-présidente Les Républicains du Conseil départemental du Morbihan. Bonjour. Bonjour madame. Et Amaury Navarane, conseiller régional Rassemblement national de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour et bonjour voilà. Mesdames. Un habitué aussi, puis il y a quelques habitués autour de cette table. Alors, je vais commencer par vous, Amaury Navarane, puisque votre région, parmi les 5 ici représentées, était celle qui a affiché le plus fort taux d'abstention, 26%, même si on n'en est pas au niveau national, puisque c'était encore plus élevé, 28%. Que disent-ils, ces chiffres de l'abstention, pour vous ? Quelle inquiétude expriment-ils ? Le fait que une part toujours plus importante de nos compatriotes ne se sentent plus intéressés, touchés, ne croient plus que la politique peut les aider à changer, à améliorer leur quotidien. La politique, c'est le règlement des problèmes qui se posent aux gens. Et donc, si on ne croit plus que la politique peut régler les problèmes, on se désintéresse du scrutin. Hélas. C'est un chiffre inquiétant que vous... Bien sûr, très inquiétant, et je pense qu'on va en parler pendant l'émission. Il procède de beaucoup de mécanismes, c'est une histoire, puisqu'on voit très bien cette pente vers l'abstention, et l'élection présidentielle est pourtant une des 2 élections qui intéressent le plus les gens avec l'élection municipale. Et bien malgré tout, ces élections importantes pour le quotidien des gens continuent de voir une abstention record, élection après élection. Soisic Perrault, vous-même, votre inquiétude L'inquiétude, en fait, elle est encore plus forte, puisqu'on croit que finalement, c'est le président de la République qui va tout régler, et on a une abstention forte. Et dans la réalité, nous, élus locaux, sur le terrain, on règle beaucoup de problèmes. On a la confiance des habitants, et paradoxalement, l'abstention, elle est encore plus forte. Je vois aux dernières élections départementales et régionales, l'abstention est encore plus forte. 30% de participation de mémoire, c'est très peu. Alors que le paradoxe, c'est que les Français ont plus confiance dans leurs élus locaux, le maire, le conseiller départemental ou le conseiller général, on disait. Effectivement, et puis il y a des gens qui se sentent finalement à part de ce brouhaha médiatique, parce qu'on a des plateaux de télévision nationaux où circulent des élus en boucle que des Parisiens. Et finalement, nous qui sommes plus loin sur nos territoires, quand on vient sur un plateau, et d'ailleurs je remercie KTO de nous inviter, c'est important aussi parce que c'est cette voix des territoires qui s'exprime et ce qu'on rencontre au quotidien. Et effectivement, on voit sur certains, c'est aussi un peu la faute aussi, il n'y a pas que les politiques. Donc tout ça, il y a une forme aussi de journalisme, parce qu'on va parler de grands débats sur le wokisme, sur l'écriture inclusive, et puis finalement qui éloigne. Et on a vu que l'abstention est encore plus forte, moins le revenu est élevé. Non, moins le revenu est élevé et plus l'abstention est forte. Et c'est là où on a une inquiétude majeure à avoir. On a parfois les 40% de taux d'abstention chez les très faibles revenus. La Bretagne est une région qui vote quand même pas mal. C'est le cas aussi de la Normandie. Je me tourne vers vous, Alexandra Beljoudi. Oui, en effet, dans le Calvados, on a quand même un taux d'abstention important. Enfin, il est peut-être... mais moins qu'ailleurs. Moins qu'ailleurs, mais on voit bien qu'il est en progression. L'abstention a gagné près de 5 points, notamment sur le premier tour, aux élections présidentielles. Donc la question de l'abstention, forcément, inquiète beaucoup. Aujourd'hui, à quel moment on peut s'exprimer en tant que citoyen ? Il reste un peu que le moment des élections. Et l'abstention, le vote blanc, tout ça est bien le résultat... inquiétant d'une démocratie certainement qui s'essouffle, qui est mise à mal. Moi, je ressens quand même un malaise démocratique suite
après avoir été méprisé, avec une verticalité du pouvoir, une déconnexion entre des élus et les citoyens. Enfin, tout ça, on arrive effectivement à cette sanction-là d'exercice démocratique. Et du coup, des élus, on va chercher quand même leur légitimité dans le cadre d'une abstention aussi record. Et puis Soisy a dit quelque chose d'intéressant, on aura l'occasion peut-être d'en parler aussi dans le cadre des solutions, comment retrouver confiance. Mais il y a cette abstention et les inégalités de participation. On voit bien que les plus jeunes, les moins diplômés, les plus pauvres sont ceux les plus écartés des urnes. Du débat. J'imagine que vous souscrivez à ça. Eh bien Daniel non, en Simonet. fait, parce que dans tout ce qui vient d'être dit, j'aimerais qu'on distingue le sens de l'abstention du premier tour et du deuxième tour de l'élection présidentielle qui n'a strictement rien à voir. Parce qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, vous avez une abstention très forte des quartiers populaires et de la jeunesse parce qu'ils refusent de prendre le bulletin de vote Macron et veulent de toute façon aussi battre Marine Le Pen. Donc c'est pas du tout le même sens. Et d'ailleurs, au premier tour, on a vu une participation croissante, enfin plus forte en tous les cas, des quartiers populaires et de la jeunesse. Nous, on l'a vu sur le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon. Donc il s'est passé quelque chose. Maintenant, c'est vrai qu'on a 4 blocs équivalents. Bloc, je dirais, représenté par Emmanuel Macron, d'une orientation ultralibérale, je dirais bloc de l'extrême droite, bloc populaire, qui peut s'élargir avec d'autres composantes de la gauche, et puis un quatrième bloc qui est l'abstention. Merci pour la droite. Mais si vous regardez comment s'est passé le premier tour, pour moi, la répartition des blocs idéologiques dans le pays se font de cette manière-là. Et que va devenir ce quatrième bloc ? Et c'est vrai que c'est ça l'enjeu. Comment faire en sorte de reconstruire la confiance sur le projet national et quelles sont les façons, dans l'incarnation aussi des mandats locaux, qu'on peut renouer. Pour moi, ça ne peut pas faire l'économie du débat sur les institutions. Parce que la Ve République, telle qu'elle fonctionne, avec ce côté monarchie présidentielle, finalement, a créé les conditions pour que vous ayez plus d'un tiers de la population qui était exclue du deuxième tour. On serait dans un autre mode de fonctionnement démocratique. C'est pour ça qu'on défend une assemblée constituante et une 6e République. On pourrait d'abord avoir un débat politique différent, puis aussi d'une élection à l'autre, penser autrement le rôle des citoyens dans leur implication au quotidien, avec le référendum d'initiative citoyenne, ou en démultipliant des comités de pilotage des services publics, enfin, faire en sorte que la politique cesse de se faire sans les gens et contre eux. Alors justement, je propose à Madame Pernet de rebondir, qui est La République En Marche. Quand vous parlez déjà d'un régime ultralibéral, je voudrais juste nuancer, parce que quand on voit comment le gouvernement est intervenu, notamment pendant la crise sanitaire, et comment il a aidé les commerçants, les entrepreneurs, les salariés avec le chômage partiel, je nuancerais la notion de ultralibéral. Et quand vous parlez d'un gouvernement monarchique, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi les Français, et vous l'avez dit, attendent énormément du président, mais ça c'était avant, enfin c'était pas que actuellement, c'était aussi avant. Et c'est vrai que quand on faisait du porte-à-porte et que les gens disaient « il n'a pas changé mon quotidien », ils ont l'impression, voilà, qu'on attend tout il y a beaucoup, peut-être certainement trop d'attentes de la part du président, de la part des Français pour le président. Et du coup, quand ils ont l'impression que concrètement, leur quotidien à eux, mais peut-être qu'on aurait envie de dire, mais essayons d'avoir une vision, un projet de société. Voilà, donc ça c'est ce qui m'intéresse. Le président lui-même. Oui. Je voudrais juste compléter sur l'abstention des jeunes, parce que même au premier tour, elle était quand même très conséquente. Il y a effectivement un nouveau modèle politique à penser, parce que ces jeunes s'investissent autrement dans la politique, à travers les manifestations. Il y a eu une étude à Valeur par l'Institut national des jeunes et de l'éducation populaire en 2018, qui disait qu'un jeune sur deux, un jeune a participé à une manifestation, un jeune sur deux a signé une pétition. Donc, ça veut bien dire qu'il s'intéresse à la politique, mais qu'il faut faire de la politique autrement. Donc, on va le voir après. Mais moi, je reviens sur la confiance, parce que la confiance, c'est la confiance envers les élus locaux. On parle des citoyens. La confiance, mais moi, l'État vers les élus locaux. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire dans le bilan du président de la République qu'il y a eu une confiance envers les élus locaux. On le voit d'ailleurs, le président de l'AMF, de l'Association des maires de France, David Lisnard, qui a été élu de manière très forte et majoritaire par une base d'élus locaux qui n'ont pas été écoutés, pour qui on n'a pas eu confiance. Je prends
un modèle très simple. Comment est-ce qu'on peut faire confiance? Comment est-ce que les citoyens peuvent nous faire confiance? Quand je vois par exemple dans le domaine de l'insertion et de l'emploi, on a des strates, on va avoir l'État qui gère Pôle emploi, on va avoir la région qui va gérer la formation professionnelle, on va avoir le département qui vont gérer les questions d'insertion, on va avoir les communes et les communautés de communes qui vont gérer les missions locales. Donc finalement, on a un imbroglio. Comment est-ce qu'on s'y retrouve dans tout ça? Moi, je crois qu'il faut un chef de file. Et justement, pour moi, il y a des choses qu'il faut décentraliser aux élus locaux qui savent très bien faire les choses. On le prend aussi dans le domaine du handicap, dans le domaine du social. Il faut faire confiance aux collectivités territoriales. Moi, je suis dans un département qui est un des départements, qui a été d'ailleurs salué, un des départements les mieux gérés de France. Parce qu'on a eu des dispositifs innovants. Je crois, pour rebondir un peu aussi sur ce que vous disiez, il y a eu 2 mécanismes aussi qui ont drôlement éloigné les gens de la politique et de la conviction qu'on respectait ce qu'ils souhaitaient. C'était le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, rejeté par le peuple et adopté par la suite par les 2 chambres, l'Assemblée et le Sénat, réunis en congrès. Donc là, il y avait manifestement la volonté de fouler aux pieds le choix souverain du peuple. Et donc je crois que ça a beaucoup aussi compté dans une part de la désaffection. Et puis deuxièmement, une promesse de la majorité présidentielle actuelle, qui vient d'être réélue, qui était la proportionnelle aux élections législatives. Parce que ça aussi... on attend beaucoup, et c'est vrai peut-être, alors vous l'appelez le régime présidentiel, de monarchie présidentielle, on attend beaucoup du président. On sait qu'en fait, bien au-delà du président, c'est le gouvernement. Le gouvernement n'est nommé que par une assemblée nationale. Et donc, les élus nationaux ne sont pas représentatifs aujourd'hui. Le poids de la France insoumise à l'Assemblée nationale, ou du Rassemblement national, ou des écologistes, est bien inférieur dans l'hémicycle que le poids réel, que l'existence réelle des convictions qu'ils défendent au sein de la population. Et là, il y a là, par exemple, une promesse non tenue d'Emmanuel Macron qui, à mon avis, et je crois qu'il peut être partagé, aggrave la désaffection des gens et risque là, pour les prochaines élections législatives, de faire une abstention monstre écrasante et qui ne donnera qu'une légitimité très partielle au gouvernement qui sera nommé après les élections législatives. Je voudrais juste préciser quand même... Sauf si Jean-Luc Mélenchon est élu Premier ministre. Je voulais juste préciser quelque chose sur la proportionnelle à l'Assemblée nationale. N'oubliez pas que c'est les sénateurs qui ont refusé la proportionnelle. Mais vous savez très bien que vous avez usé de mécanismes comme le 49.3 pour faire passer en force ce que vous vouliez vraiment faire passer. S'il y avait une vraie volonté de faire la proportionnelle, elle aurait été faite. Personne ne peut croire ça. Pardon, mais quand même. Là aussi, une réaction, Alexandra. Je rajouterai une couche pour la discussion justement par rapport au sujet d'aujourd'hui. Là où on avait l'annonce d'un exercice démocratique inédit, qui était la Convention citoyenne pour le climat, avec un engagement en 2019 d'Emmanuel Macron qui était... on proposera les propositions issues de cette convention citoyenne, des personnes qui sont tirées au sort. On va aller avec un groupe qui est représentatif de la sociologie des Français et des Françaises. Enfin, il y avait là l'annonce, quelque chose d'assez d'inédit et puis ambitieux. Au final, avec cette promesse de dire on soumettra au Parlement les propositions sans filtre. Malheureusement, les déceptions ont été absolument énormes. Et je pense qu'encore une fois... la trahison totale. Oui, totale. Vous me dites tous un très fort mépris. Puisque je suis... puisque je suis interpellée sur ce sujet, sur la Convention citoyenne, qui, je pense, est quelque chose au niveau de la démocratie très intéressante. En fait, je me permets juste de préciser que déjà, une partie des propositions avait été déjà proposée dans les lois précédentes, que ce soit la loi Egalim, je pense notamment un repas végétarien dans les cantines. Enfin voilà, il y avait déjà des propositions. Le juste prix, la loi Egalim. Qui étaient déjà proposées dans les lois circulaires. Pardon ? Non, je précise pour les gens qui ne savent pas ce qu'est la loi Egalim, que c'est la loi du juste au prix pour l'agriculteur et pour le... Voilà, et la loi sur l'économie circulaire, enfin, il y avait déjà des propositions qui avaient été votées, et puis il y avait des propositions qui dépendaient aussi de la région et du département. Donc, ça me semble important de préciser. Alors, il y avait plein de mesures qui étaient extrêmement importantes et qui ont été complètement balayées par Emmanuel Macron. Et franchement, on ne peut pas se raconter de conneries entre nous. Enfin, je veux dire, les participants de la Convention climat se sont sentis trahis dans les travaux. Et ça n'a pas été suivi des faits. Et je pense que, comment dire,
c'est aussi quand vous avez Emmanuel Macron qui est élu avec la promesse il n'y aura plus une personne qui dormira dehors à la rue et qu'on se retrouve à la fin du quinquennat avec au contraire une misère qui a explosé, un nombre de sans-abri et de personnes qui font la queue aux distributions alimentaires et une jeunesse précarisée dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, oui, il faut comprendre. Mais... Enfin, les trahisons. Et si vous reprenez en fait de Nicolas Sarkozy en passant par François Hollande et Emmanuel Macron, les citoyens ont eu l'impression d'avoir finalement affaire à un continuum politique. Moi, j'ai une question très claire. J'ai une question très, juste une question très claire. J'aimerais bien vous entendre sur vos expériences de terrain quand même. Commençons par justement, vous, je vais reprendre. J'étais en charge de la restauration collective, très clairement. Est-ce qu'une personne qui gagne le SMIC tous les mois, est-ce que sa préoccupation majeure, c'est de savoir s'il y a un repas végétarien à la cantine tous les jours? Mais c'est une préoccupation de bobo. On va le dire très clairement, je suis aussi enseignante. À un moment donné, moi, ma préoccupation, c'est de savoir si est-ce qu'on peut offrir de la viande ou un repas équilibré par jour à des enfants à la cantine. Parce qu'aujourd'hui, la sobriété, comme je le dis et je l'avais dit dans le débat sur l'écologie, la sobriété, elle s'adresse à une certaine classe sociale. Et aujourd'hui, justement... L'écologie, ça commence à bien faire, comme l'avait dit Jacques Chirac. Non, pas l'écologie. Attendez, je termine mon propos. Je termine. Mais il faut la gratuité aussi. Moi, je suis pour la gratuité des cantines. Non, mais la cantine, c'est une mission des collectivités territoriales. Donc l'État vient faire de l'ingérence dans une mission des collectivités territoriales. On l'a géré, on gère un ticket de cantine. Nous, on avait un prix qui commençait de 1 euro à 4,56 de mémoire sur le prix du ticket de cantine, avec une prise en charge très forte de la collectivité territoriale. Mais est-ce que le sujet national, c'est ça qui éloigne finalement les citoyens de la politique? Alors on va parler du repas végétarien ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, du wokisme, de l'écriture inclusive, et ce qui éloigne complètement les citoyens de la politique. C'est pas ça notre rôle politique. Soisic, moi justement, on parle d'expérience d'élus. Exactement, locaux. soyons concrets. Voilà, soyons concrets. On a, il me semble, cette responsabilité en qualité d'élu local de servir l'intérêt général. Oui. Je pense qu'aussi, à notre place d'élu local, par aussi des méthodologies participatives, etc., c'est-à-dire qu'à un moment donné, notre réflexion, nos choix politiques, etc., doivent être nourris de toute une méthodologie participative. Prenons l'exemple de la cantine scolaire. C'est un excellent exemple où on va parler environnement, on va parler social, comment on rend accessible des repas de qualité, et on va aller d'accord, sur un système où nos agriculteurs locaux vont être rémunérés au juste prix. Ils vont être accompagnés pour faire de l'agriculture bio, respectueuse du vivant. D'accord ? Si, on va le refaire. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Parce que justement, comment après on va apporter cette nourriture dans les cantines à un tarif aussi qui soit accessible à toutes les familles. On a le système du coefficient familial, d'accord, qui nous permet les calculs, jusqu'à des solutions de gratuité, d'accord. Il y a un système de solidarité au niveau du tarif à faire. Et on a cette responsabilité en tant qu'élu. On a des outils qui existent aussi, que sont les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ça permet... ça s'appelle la gouvernance partagée. Tu parlais d'innovation tout à l'heure. C'est ça qui est intéressant en tant qu'élus locaux. Il y en a plusieurs qui le font. Ils permettent de donner la voix aux parents, à ceux qui payent et qui ont la responsabilité de leurs enfants à l'école. La voix de la personne à l'école. Nous, aujourd'hui, au département, on a cette espèce de gouvernance, notamment pour le choix des cantines, à deux têtes. Voilà. Il y a l'État et il y a le département. On nous dit souvent, ah ben non, si nous, on voulait en tant que département faire ce système-là dans la cantine, on ne peut pas, parce que il y a je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bon bref, la personne qui gère l'école a son mot à dire également. Bon bref. Mettons tout le monde autour de la table. Mais est-ce qu'il y a besoin de faire des schémas ensemble. Est-ce qu'il y a besoin de faire des schémas de la gouvernance et du grand baba pour mettre un repas avec 5 fruits et légumes par jour à la cantine et puis de la viande pour le juste prix et que tous les intérêts. Non mais là, justement, c'est ça, c'est tous ces schémas, c'est tout ce verbiage autour de choses simples à faire et de bon sens. Moi, je pense que justement, les élus locaux, ce qu'on a en nous, et quand on a une expérience, moi, pour ma part, de plus de 7 ans d'expérience locale, c'est le bon sens. Qu'est-ce qui fonctionne ? Comment est-ce qu'on explique aux gens, comment est-ce qu'on aide ?
Oui, décider ensemble, mais donc, on est élus pour ça. Bénédicte Mais Pétel. ça s'appelle des commissions dans nos instances locales. Mais c'est pas que- c'est pas- Moi, je voudrais revenir sur le repas végétarien qui est une préoccupation de Bobo. Non, moi, je pense que c'est aussi un projet sociétal. Il faut aussi... Non, ça s'intègre dans, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. On doit présenter aux personnes un projet sociétal, et ça c'est une petite goutte, hein, bien sûr, c'est le plus important, c'est la réduction des transports, de la voiture, etc. Je suis bien d'accord, mais je pense que c'est important aussi de présenter à la société un projet, et notamment ce projet de... Mais pour faire bien, de lutte contre les réchauffements. la réduction, Votre avis, Amaury Navarane, Alors, là-dessus? c'est vrai que particulier. non, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut être en capacité de présenter des projets de société. Je dois avouer que moi j'ai beaucoup de différences avec la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, mais c'est vrai que ce que j'apprécie en revanche, c'est que leur projet de société, il est clair. On peut le contester, le désapprouver, le combattre. Voilà, j'ai beaucoup de mal, par exemple, avec Emmanuel Macron, de savoir exactement quel est son projet de société. Pour en revenir à ces questions-là, la politique, c'est aussi, je le disais en introduction, c'est régler les problèmes des gens. Quand il n'y a pas de problème, ou quand les gens peuvent régler eux-mêmes leurs problèmes, localement, ils n'ont pas besoin forcément de l'ultra-interventionnisme politique. C'est le principe de subsidiarité. C'est au moment où on n'arrive plus à faire les choses. Voilà, sur la cantine, par exemple, il y a des modèles. Alors, c'est l'école hors contrat, donc qui est un cadre très particulier, et sur lequel on ne se pose pas de problème de cantine scolaire, ni de comment payer la cantine, ni de qui va garder la cantine. Et là, c'est le cas typique de choses où on peut libérer les bonnes volontés, les énergies et tout cela. C'est votre modèle. Pardon ? L'école hors contrat est votre modèle. Non, pas du tout. En revanche, c'est pas l'école hors contrat qui est mon modèle. C'est là, typiquement, l'exemple de choses qu'on peut gérer soi-même. Alors, avec l'école publique, il y a effectivement, en revanche, la nécessité de l'intervention de la sphère publique. Et c'est là où on peut effectivement trouver les mécanismes pour que les parents, pour que les enseignants, pour que le directeur de l'école puisse gérer une partie des choses et favoriser un petit peu la gestion. Encore une fois, c'est l'ultra-interventionnisme, c'est le centralisme politique. Ce sont toutes les lois, les règles, les normes que l'on empile. Certaines sont nécessaires, mais bien souvent, vous voyez, en matière d'écologie, on met de grandes difficultés sur les agriculteurs français pour essayer de réduire de leur empreinte carbone, de l'utilisation de produits phytosanitaires qui sont souvent d'ailleurs pas forcément bonnes pour la santé. Et puis on soumet parallèlement à ça nos agriculteurs à la concurrence déloyale de produits qu'on importe de pays étrangers dans des conditions de production avec un acheminement qui est beaucoup plus polluant. Et vous voyez là aussi, les gens sont très loin aussi de comprendre quel est le mécanisme politique, quel est le choix politique qui fait qu'on en arrive à de telles absurdités. Et ça procède aussi, je termine là-dessus, du fait que les gens ne comprennent plus tous ces débats-là. Parce que le réel qu'ils vivent est bien loin de tout cela. Daniel Simonet, peut-être sur d'autres problématiques, parce que l'école, on en avait déjà pas mal parlé dans cette émission. Donc vous voulez que je sorte de la question cantine? Voilà, éventuellement. Alors, sans transition aucune. Bon, si vous voulez répondre. Je vais quand même essayer de trouver un lien. Je pense que la cantine scolaire, c'est un bon exemple, parce que à la fois pour que les communes puissent associer les parents d'élèves, les citoyens, il faut aussi que l'État donne les moyens aux collectivités locales de pouvoir fonctionner. Quand on sait que là, Macron va supprimer 10 milliards d'euros de dotation aux collectivités locales, elles vont toutes être prises à la gorge. C'est pour ça que je prenais l'exemple avec leur contrat. Donc c'est pour ça que la question de la confiance dans les élus locaux au début dépend aussi du cadre national qui est mis en place. Tant que vous aurez un président de la République et un Premier ministre qui accepteront les directives libérales européennes de baisse des dotations de l'État et de politique d'austérité, les collectivités locales vont être prises à la gorge et donc les décisions se prendront sans les citoyens et contre les citoyens. Et c'est l'ensemble des services publics qui sont aujourd'hui attaqués. Quand vous avez dans des collectivités la menace de fermeture de tout un tas de services publics locaux et qu'elles n'ont plus les moyens de pouvoir résister,
bien forcément, vous Non, avez mais une là, défiance. vous- Donc, il y a aussi un rôle de l'élu local à repenser. Justement, L'élu alors est-ce local que n'est pas l'élu local simplement là. se Non, mais remet là- en question lui-même? Exactement. Et je Est-ce voudrais que juste l'élu terminer local... en 2 phrases là-dessus. Pour moi, le rôle de l'élu local, c'est pas d'être le bon petit gestionnaire de la politique d'austérité imposée Non. par Alors là, non, moi mais aussi, je vais c'est vous défendre. c'est normal qu'on soit pas d'accord, hein, sinon on serait pas là à Je vais agiter, hein. défendre. Des Mais bords c'est différents, aussi on a dit. d'être, Non, mais- pour moi, le rôle de l'élu local, c'est celui aussi qui est capable de contribuer à aider les citoyens à s'auto-organiser pour défendre l'intérêt général. Là, vous avez Et une là-dessus, vision vous êtes très d'accord parisienne, excusez-moi de vous dire. Ah bah sur- tiens, dans combien de régions en France vous avez Non, mais- la gare qui ferme, la poste qui ferme, Non, mais- l'école qui écoutez, ferme, enfin... Écoutez, il y a eu c'est la réalité de tous les des territoires de réorganisations, France, mais aujourd'hui, franchement. on ne vit pas dans des Perrault, réserves. Est-ce Démantèlement des que services l'élu publics sur local le est territoire. responsable de cette Attendez. défiance à l'égard du politique? Oui, peut-être. Oui, il y a une forme de responsabilité. Parce que l'élu local, peut-être qu'à un moment donné, il a peut-être, et peut-être que j'en suis, être comme un peu le coq Chantecler qui croyait que, parce que c'est son cri qui faisait se lever le soleil le matin, et finalement, il a l'impression qu'il va pouvoir répondre à tout, être le magicien. Alors d'ailleurs, j'ai fait un article dans la Gazette locale qui disait que moi, j'essayais d'enlever les nœuds, mais je ne suis pas une magicienne. Mais effectivement, peut-être que l'élu, il veut peut-être avoir réponse à tout. Il faut savoir aussi dire non quand on est élu. Oui, je peux. Non, je ne peux pas. Et effectivement, la multiplicité des compétences, en fait, des compétences qui sont partagées avec de multiples acteurs. C'est ça aussi qui faut. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites sur les grands débats, les grands schémas, les grandes transversalités, tout le verbiage, effectivement, très important de travailler ensemble. Il y a des élections. Par exemple, je vois un conseil municipal ou un conseil départemental, pour ma part, où il y a des commissions. Dans ces commissions, il y a des gens qui sont élus de tous bords, finalement, parce qu'il y a des majorités, il y a des minorités. Et donc, c'est dans ces commissions où on discute, on peut échanger avec les services. Et c'est là où on l'a fait, l'action publique. Après, on en décide en session plénière. Mais évidemment, il faut intégrer les citoyens, mais les citoyens nous... Mais c'est aussi comme ça, par tous ces schémas et tous ces doublons, quand le président de la République décide de tirer au sort, quelque part, il méprise aussi l'Assemblée nationale et le Parlement et le Sénat, puisque quelque part, on remet des doublons finalement. Voilà, donc on a décrédibilisé aussi les élus locaux. Je crois que Bénédicte Pétel n'est pas tout à fait d'accord. Non, mais alors j'ai pas compris l'histoire de tirer au sort. Mais... Quand il y a eu la convention citoyenne, et on a tiré au sort des citoyens. Oui, alors... Ça sert à quoi un député sinon ? Non, mais là, la Convention citoyenne, c'est un vrai débat et un vrai besoin. Et le Parlement, alors ça sert à quoi ? Non, mais tout ce qui est convention, référendum, donner la parole au peuple. On essaye, c'est vraiment non, mais je vais juste parler, vous avez parlé, voilà, la Convention citoyenne, c'est une vraie demande des jeunes notamment, donc ça, il faut l'entendre et il faut la développer. Moi, je voulais juste revenir sur la politique d'austérité européenne. Je voudrais juste vous rappeler qu'on a reçu 40 milliards pendant la crise sanitaire de subventions de Ça a été une parenthèse. Voilà. Donc comme quoi c'est possible de ne pas respecter ces directives libérales européennes et de sortir du dogme libéral. Je voudrais juste, attention quand vous parlez de la politique d'austérité européenne, parce que je pense qu'on n'a vraiment pas le choix et les Français sont très attachés à la politique européenne. Donc là-dessus, je pense qu'on n'a pas... Donc vous confirmez les coupes de 10 milliards d'euros. C'est un sujet qui reste fondamental. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette... J'ajoute juste quelque chose sur le référendum. Juste revenir sur les élus locaux. Oui, mais juste sur le référendum, je veux dire juste une toute petite chose. Référendum, premier acte d'Emmanuel Macron en 2017, c'est de s'asseoir sur le référendum de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, où il y avait eu un oui. C'est juste ça que je voulais vous dire. Ça, c'est un problème de confiance, effectivement. Voilà, premier acte après 2017. Bon, on peut en revenir sur le périmètre. Oui, mais Madame Pétel. après, on n'en discute pas, mais c'est vrai, sur le référendum. C'est comme l'exemple aussi de M. Navarane. Excusez-moi, c'est là où on a un projet de société sur le référendum de 2005. Non, mais je voudrais juste parler de Notre-Dame-des-Landes. C'est là où on a un projet... C'est faire ce qu'on dit. Non, mais c'est là aussi, c'est avoir un projet de société. Fait. Non, mais là aussi, c'est un projet de société. Vous parlez de Notre-Dame-les-Landes, mais c'était absolument nécessaire au vu du réchauffement climatique. Non, mais il y a eu un référendum. On a interrogé non, mais moi, je les vous parle du projet de société. Laissez-moi finir. Voilà, on a un réchauffement climatique. On doit limiter le transport aérien. Heureusement qu'on n'a pas eu cet aéroport. Non, mais moi, je vous parle juste sur la forme. Je m'en réjouis. Sur la forme, il y a eu un référendum. On a interrogé les Françaises et les Français. Non, il y a eu un oui au référendum. Un périmètre
C'est pas tous les Françaises et les Françaises. Bref, on va pas revenir. En tout cas, il y a un problème quand même de la parole du politique. Bien sûr, la parole donnée. La parole donnée. Et Emmanuel Macron était Il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, et c'est souvent pas le cas. C'est pour ça aussi peut-être que beaucoup se désintéressent de la politique, s'abstiennent. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandra? Après, Vous leviez le doigt tout à l'heure. Oui, voilà, c'était pour. Je reviendrai après sur ce qu'on disait, mais là pour répondre à votre question, oui, on souffre aussi en tant qu'élu local. Moi, je le vois. Enfin, moi, c'est tout frais pour moi, c'est tout nouveau. C'était l'année dernière au moment de la campagne pour les élections départementales. Quand on entend toutes ces remarques sur les élus, ces espèces de grandes vérités là comme ça. Mais les gens parlent de ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, et le nombre de scandales X ou Y qu'il y a eu vis-à-vis de tous les années. Bon, ça fait très très mal. Voilà. Donc comment restaurer la confiance en les élus et les élus locaux que nous sommes? Nous avons des sujets, on parlait tout à l'heure, du quotidien. Les gens ont besoin de voir, d'avoir du concret. Qu'est-ce que l'élu local peut faire pour moi dans mon quotidien? Alors attention de ne pas tomber non plus dans l'ultra-responsabilisation de l'élu. Il me semble, on en reparlera tout à l'heure, mais de responsabiliser autant l'élu, qui doit faire preuve d'exemplarité et de transparence, mais responsabiliser également entre guillemets, également le citoyen. En tout cas, lui rendre sa capacité de réfléchir, sa capacité... L'élu ne peut pas tout faire. L'élu ne peut pas tout faire. Il s'agit bien, parce que c'est beaucoup plus intéressant d'aller travailler sur du participatif, sur de l'horizontalité, d'accord ? C'est-à-dire rendre du pouvoir de penser, de débattre et du pouvoir d'agir de chaque citoyen. Ça, c'est extrêmement important. On a des sujets extrêmement quotidiens. On parlait de la quantité tout à l'heure, on peut parler au niveau du département de toutes les questions d'insertion, d'aide sociale, et quelque chose moi, qui me préoccupe énormément, c'est la précarité. La situation du Covid a effectivement précarisé des nouvelles franges de la population, et plus particulièrement les jeunes, etc. C'est pas du verbiage. Il me semble qu'en tant qu'élu local, moi, ce que j'aimerais pouvoir mettre en œuvre, c'est de pouvoir mettre les gens autour de la table et de discuter quelque chose qui a extrêmement bien fonctionné à la Convention citoyenne pour le climat. D'accord ? Il y en a plus d'un qui l'a dit. C'est qu'à un moment donné, tout le processus a été formateur. C'est-à-dire sur les questions liées à l'environnement, à l'écologie, ils ont eu l'intervention, la discussion, etc., les échanges avec moult experts, etc., etc. Et ils ont dit, voilà, on a été formés à ces questions-là. Ça leur a permis de s'y intéresser, de comprendre et de faire des propositions éclairées. Et là, il y a tout un processus, c'est-à-dire qu'on doit aussi restaurer la confiance envers les citoyens. Chaque citoyen a la capacité de réfléchir, de débattre et de participer aux décisions qui sont prises pour le quotidien de chacun. Cette expérience-là précise, est-ce que la montagne n'a pas accouché d'une souris? Ah ben ça, on est entièrement d'accord, attention. Mais Alexandra, je parlais il fallait bien voir un côté positif, on est bienveillant. Pour la construction, moi, la méthodologie est extrêmement importante en tant qu'élu local. Et la participation... Les citoyens n'ont pas toujours l'impression d'être entendus. Non, mais c'est pour ça que c'est aussi dans la méthode et dans l'approche. Oui. Moi, je me souviens, pendant les précédentes élections municipales, il y avait une cité, la cité Piton, qui est derrière la porte de Bagnolet à Paris, où il y avait eu un taux d'abstention énorme. Et une habitante m'avait dit, de toute façon, les politiques, ils s'intéressent à nous que pendant les élections. Et donc, je lui ai dit, écoutez, dès le lendemain des élections, je vais revenir. Donc, je suis retournée avec des militants dès le lendemain de l'élection et on a commencé un porte-à-porte très important dans toute la cité, où il y avait un sentiment d'abandon, parce qu'un grand projet de renouvellement urbain était promis depuis des années, moyennant quoi le bailleur s'occupait de rien, il se tapait les locataires, à la fois la pollution du périph', la pollution interne au bâtiment avec des problèmes de moisissure pas possible, une infestation de rats, de souris, de cafards, de punaises de lit, enfin je veux dire la catastrophe totale. On a fait le porte-à-porte dans toute la cité en essayant de redonner confiance aux femmes et aux hommes en leur disant moi je suis qu'une élue d'opposition. Donc, c'est pas vrai qu'avec mes petits bras musclés, toute seule au Conseil de Paris, je vais pouvoir modifier la situation. Par contre, si on s'auto-organise et qu'on réussit à faire en sorte de faire parler de la situation à Piton, le bras de fer commence. Et à ce moment-là, tout est possible. Et ça a été long de restaurer de la confiance des citoyens en eux-mêmes, dans leur capacité d'agir. Et puis, finalement, de mobilisation en mobilisation, on a réussi à avoir une belle couverture médiatique de cette mobilisation et donc d'imposer un dialogue beaucoup plus permanent entre les élus, le bailleur
et les habitants pour toutes les batailles sur le relogement et la réhabilitation de la cité. C'est un exemple, mais qui a fait tache d'huile. Parce que du coup, après, on a développé locataires insoumis. Parce que d'autres habitants de d'autres cités disaient « Ah, mais nous aussi, on a des problèmes de cafards, venez nous voir. Ah, mais nous, c'est l'ascenseur qui est tout le temps en panne et personne n'en a rien à faire. Ah, mais nous, c'est le chauffage qui n'a pas marché pendant tout l'hiver. » Et donc, du coup, on sème des luttes. Ouais. Et le rapport des élus, c'est aussi de redonner confiance et de faire en sorte que ça suffit. Les décideurs, qu'ils soient élus, qu'ils soient bailleurs, qui ne se préoccupent pas du quotidien. Et c'est ça. Non, mais ça, je ne peux pas vous faire dire ça sur les bailleurs. Je suis Navarane, présidente à est-ce l'habitat. que vous venez d'entendre ce témoignage, est-ce que vous pensez que le politique est un missionnaire? Ah oui, il a forcément une part missionnaire. D'ailleurs, les mouvements militants sont les derniers, j'allais dire, à faire encore maintenant du porte-à-porte. Ce qui est la confrontation avec le réel. Efficace. Quand on fait de la politique, on est soit dans nos milieux politiques avec des gens convaincus ou des gens hostiles, soit si on a la chance de pouvoir maintenir une activité professionnelle, moi ce qui est aussi mon cas, c'est le cas d'autres ici, on est aussi en lien avec les gens de son travail, de son environnement professionnel, mais c'est vrai que le porte-à-porte, on va découvrir des choses qui ne viennent pas de notre environnement naturel. Et donc, on est effectivement dans une forme de mission. Soisic Perrault, vous n'êtes pas pèlerine, vous. Je ne suis pas du tout absolument pas d'accord. Alors, on nous accuse de la déconnexion avec la réalité. On n'a jamais été aussi connectés. Enfin, moi, je suis élue et je suis je fais des permanences, je rencontre les gens. Je vais aussi à des conseils d'administration. Quand je vous entends parler de bailleurs sociaux, c'est absolument pas le cas. Quand je vous parle qu'il faut se mettre autour de la table, mais c'est notre quotidien. Je suis présidente du NADIL, de l'agence de développement sur l'information et les logements. Je suis vice-présidente à l'habitat. Nos réunions, elles sont hebdomadaires, elles sont régulières, sur lesquelles on avance, si on a des projets concrets où on résout les problèmes. Vous parliez des habitants, des habitants ou des représentants des locataires. Ils sont représentés dans les conseils d'administration chez nos bailleurs sociaux. Qu'est-ce que vous proposez? Il y a la crise des associations de locataires et que les bailleurs n'écoutent pas. Mais moi sur la confiance, parce que les attentes des associations de locataires. Tout est perfectible, évidemment, parce qu'il y a toujours des trous dans la raquette, mais on essaie de faire mieux. Alors peut-être que la confiance, elle vient aussi parce qu'on accepte aussi, nous, les élus, d'être sur les réseaux sociaux et d'avoir de la transparence sur nos activités. Et ça, c'est un travers, parce que finalement, avec les réseaux sociaux, tout le monde est devenu expert en tout. En 3 clics, il a un avis très arrêté sur quelque chose. Alors qu'avant, pour un dossier, il fallait quand même tenir tous les tenants et les aboutissants, tous les tenants et les aboutissants, plusieurs mois de travail. Il fallait quand même avoir une certaine expertise. Donc les gens, ils ont des opinions arrêtées. Comment ? Vous proposez quoi concrètement ? Concrètement, de pouvoir faire notre travail sans d'être jugé en permanence et moi, de juger au résultat, au bilan. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche effectivement dans cette élection présidentielle, parce qu'au premier tour, on n'a pas parlé de bilan. On n'a pas parlé de convictions. Il y a les convictions, mais il y a les bilans. Moi, j'aurais voulu qu'on puisse parler du bilan du président de la République pour pouvoir faire un choix. Et moi, on voit, c'est donc au pied du mur qu'on voit l'ouvrier, comme on dit. Et Marine Le Pen, non, mais attendez, n'a pas été et capable donc moi, qu'on juge au bilan. Le débat sur la campagne on ne peut pas juger au jour le jour le travail d'un élu. Nous, quand on a été réélus, moi j'ai été réélue en juin 2021, on a été très bien réélus. On fait sur un bilan. Sur un canton et sur un bilan. Sur un bilan. On n'est pas très bien réélus quand il y a 30% de participation. Bénédicte Pétel. Pardon. Non, moi je voulais juste revenir sur votre question tout à l'heure. Est-ce que l'élu doit être un missionnaire ? Alors vous parlez beaucoup des élus locaux. Moi je suis députée nationale. Je suis une élue nationale et pour autant je travaille aussi au niveau du local. Et moi ça me gêne un petit peu quand vous dites est-ce que l'élu doit être missionnaire ? Pour moi non, c'est un coordinateur. Un élu, il doit faire travailler l'intelligence collective. Et même si moi, je suis au niveau national, je voudrais juste donner un exemple concret. J'étais rapporteure sur le projet de loi de la protection de l'enfance. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réuni tous les acteurs de la protection de l'enfance, que ce soit les foyers, les éducateurs, enfin, les enseignants, parce qu'ils sont aussi en lien avec la Et à l'arrivée attendez. Ah bah ouais, attendez, c'est votre proposition de loi votée en 2022. Hein. Donc voilà, parce que l'arrivée, c'est quand même un beau gâchis. Non, mais attendez, alors sur un sujet aussi important. Je peux finir avant de voilà. Donc l'élu missionnaire, ça me gêne beaucoup. Moi, je pense que justement, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. C'est faire travailler tous les acteurs ensemble. Donc sur la protection de l'enfance, puisque vous m'interpellez, on le voit sur la protection je peux répondre ou pas ? Voilà, on a quand même interdit définitivement les hôtels en se donnant un moratoire de 2 mois sur 2 ans pour que dans des départements comme le mien, où il y avait encore 600 enfants dans les hôtels, on puisse se donner le temps. Sur la question des MNA, il n'y a eu aucune avancée. Voilà.
Laissez le temps de... Voilà. Donc après, sur ce projet de loi, mais juste pour expliquer à nos concitoyens, on a aussi une avancée, il n'y aura plus de sortie sèche après 18 ans. Alors, bien sûr qu'on peut aller plus loin, bien sûr que la loi ne règle pas tout, il faut aller encore plus loin, je le suis d'accord, mais enfin, on a quand même des belles avancées. Mais c'est des choses qu'on a déjà fait. Nous, le contrat jeune majeur qui va jusqu'à 21 ans, c'était déjà fait chez nos collectivités territoriales, puisqu'on était des territoires d'expérimentation. Par exemple, et là, je vous reprends sur la protection de l'enfance, parce que c'est une compétence majeure des départements. Ouais. Et la protection de l'enfance, il y a un sujet majeur sur lequel il n'y a pas eu d'avancée, parce que c'est une honte pour notre pays, c'est la question des mineurs non accompagnés. C'est des jeunes qui sont pris dans des réseaux de passeurs, c'est des jeunes qui sont finalement pris en ghetto et qu'on ghettoise justement parce qu'il y a des départements qui les accueillent mal. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet, c'est un sujet majeur national. On n'en a pas parlé pendant la campagne. Alors, le Covid a fait qu'on a moins de mineurs non accompagnés actuellement. On n'en a pas parlé pendant la campagne. Mais on en a toujours, pas plus tard qu'hier, j'en ai 5. Donc, il ne faut pas s'autosatisfaire. Il ne faut pas s'autosatisfaire. Ils dorment toujours sous la tente à la porte de Pantin parce que le département conteste leur minorité. Alors que le défenseur des droits avait, au contraire, demandé au département de faire agir la présomption de minorité. Ouais, parce que le plus important doit être la protection de l'enfance. Oui, la présomption et tout ça a été balayé. Et on sait que les mineurs de 40 toujours ans, les mêmes problèmes aussi, de politique d'austérité. Vous n'avez pas le même taux de prise en charge au niveau des départements pour les jeunes, qu'ils soient MNA ou non-MNA. Et c'est terrible parce qu'on se retrouve avec une politique où, de fait, sur le territoire, c'est quasiment la même le président de la République l'a dit, il a dit que c'était des réseaux. Les jeunes mineurs isolés étrangers ne sont pas dans les mêmes prises en charge au coût journalier. Même le président de la République a dit Amaury Navarra, vous voulez réagir ? Oui, réagir. La terminologie mission que vous preniez, moi, je l'abondais dans le sens de la mission, c'est d'aller parler aux gens qui se détournent de la politique. Le retour à la confiance, il y a effectivement un rôle de mission de l'élu local. Enfin, encore une fois, vous expliquez que vous aviez été très bien réélu. Enfin, dans une élection, quand il y a 30% de participation et qu'on est réélu avec 50%, ça veut dire qu'il y a 15% du corps électoral que vous représentez qui a voté pour vous. On est élu quand même. Non, mais je ne conteste pas votre élection, je dis juste que ça n'est pas triomphal. Et donc, j'ai jamais dit que c'était triomphal. Je crois dans les solutions. La proportionnelle, alors trop tard, hein, ça pas fait pour celle-ci, la proportionnelle aux élections législatives. Le renforcement du rôle de la commune. Je ne reprendrai pas exactement la terminologie que vous avez utilisée sur l'ultralibéralisme de l'Union européenne, mais je plus sois que les règles européennes, elles nous tuent. Et donc, on a mis les communes, les mairies, les villes, sous les coupes serrées du gouvernement, de l'État. Elles n'ont plus d'autonomie, à commencer par l'autonomie fiscale. On veut que les impôts soient le plus bas possible. Mais enfin, c'est au maire de juger à quel point il a besoin de ressources. On leur a imposé les intercommunalités. Il n'y a plus de libre administration des Exactement. communes, de toute façon, on a ultra-politisé les communes avec les intercommunalités forcées. C'est très bien de pouvoir s'entendre à plusieurs. Même l'Union européenne pourrait être une très bonne chose de discuter à plusieurs pour être plus fort. Mais d'imposer un certain nombre de choses, ça a tué le rôle de la commune. Les départements. Mais les départements, on les a en très grande partie, dépossédés de leur capacité de faire de la politique. Il reste... Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire pour les conseillers départementaux. Je dis juste qu'aujourd'hui, on a renforcé la région, alors que la région est un échelon qui est très éloigné des administrés, des gens, et on a dépossédé de plus en plus les départements qui ont encore des missions importantes, mais le poids du département a été, hélas, diminué. Donc, à la tête de l'État, il faut avoir la capacité d'avoir de la proportionnelle pour que chaque citoyen se sente représenté dans ce qui est l'Assemblée populaire, l'Assemblée nationale qui est censée représenter le pays. Les départements doivent être renforcés et la commune doit enfin être à nouveau libérée. Mais pour faire quoi, la commune ? Parce qu'on pourrait parler, gérer par les exemple, choses au plus près. On n'a jamais véritablement parlé, par exemple, du bilan de l'exercice des communes par le Rassemblement national. Or, j'aurais trouvé ça intéressant de rendre public beaucoup plus et partager. Je suis prêt à faire un débat là-dessus avec vous. Qu'à Mantes-la-Ville, eh bien, le maire RN, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a coupé les budgets sociaux, mais en même temps, il s'est augmenté de 7% ses indemnités. Mais vous savez qu'il y avait une politique il a sociale coupé et on peut l'électricité et le chauffage au secours populaire. Qu'à un moment, ça a été une pression vis-à-vis des opposants totalement antidémocratique.
démocratique. Madame Qu'à Orange, Oui. vous avez Mais arrêté les la gens sont transparence réélus avec des documents 60, sur lesquels étaient ils délibérés. sont réélus avec Parlons de 65% des cela. gens Avec un fort taux d'abstention. Non, parce que je vous rappelle que les élections municipales de 2020 avaient une participation quand même importante. Quand on est réélu, chère madame, dès le premier tour, c'est que... Alors je veux bien que vous n'ayez pas les mêmes convictions, mais quand la population municipale réélit un maire dès le premier tour, c'est que c'est quand même pas les 10 plaies les Françaises et les Françaises sur la savent pas- population. savent Mais bien madame, insuffisamment mais à Hénin-Beaumont, que votre à premier Fréjus, réflexe, c'est d'augmenter vos indemnités et c'est de faux, supprimer les madame. budgets sociaux. Mais c'est Parce que faux. c'est pourtant Mais à la réalité dans votre gestion. à Hénin-Beaumont, ce sont vos amis de gauche et d'extrême gauche qui avaient le pouvoir. Et vous savez que ça n'est pas ce qui a Là, on été est vécu dans un par les débat habitants. politique classique. Nous sommes sur KTO. Pardonnez-moi d'avoir surréagi, mais je crois Je qu'il vous fallait propose rétablir la de vérité. réécouter les évêques de France qui disaient en 2017, là plus personne ne parle, ils poussaient, ces évêques de France, invitaient le monde à retrouver effectivement le sens du politique. J'utilise leurs propos. Notre société connaît une grave crise de sens. Ce mot sens revenait énormément dans leurs propos. Comment retrouver ce sens du politique ? Allez, on fait un tour de table. Je commence par vous, Le sens Daniel du politique, Simonet. c'est avoir le sens de l'intérêt général. Et comment est-ce qu'on définit l'intérêt général ? En organisant la délibération collective. Et donc vraiment, l'histoire de notre République, elle est issue d'une révolution pour que la souveraineté soit accordée au peuple. Et donc, il faut organiser l'exercice de cette souveraineté. Et pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'abord de concevoir notre rôle d'élu comme un rôle qui permet les citoyens et les citoyennes à s'auto-organiser, offrir des cadres de débat, de délibération collective pour voir où est l'intérêt général. Par exemple, moi je suis une élue d'opposition. Quand la maire de Paris décide de privatiser, par exemple, le crématorium du Père-Lachaise, qui est quand même un lieu historique et quand même où se passe quelque chose de très particulier, nos morts, celles et ceux à qui nous disons adieu, eh bien, nous ne souhaitons pas que ça devienne un objet de profit pour une entreprise privée. Comment se fait-il que sur un sujet aussi important que cela, aucun débat n'ait eu lieu avec la population pour savoir, vous voulez que votre service public, votre crématorium, devienne quoi ? Et je pense qu'il faut absolument redonner du sens et de se dire quels sont nos biens communs. Par rapport à l'urgence écologique, par rapport à l'urgence sociale, c'est aux citoyens et aux citoyennes de définir l'intérêt général. Et le politique, c'est ça. Et le rôle des élus à tout niveau, c'est de garantir que l'expression de l'intérêt général puisse être issue d'une délibération collective. Et cette garantie de l'intérêt général, est-elle là ? En tout cas, c'est l'obligation impérieuse des élus locaux. Alors, je n'appelle pas ça l'intérêt général, mais le bien commun. Mais effectivement, c'est s'oublier pour servir la communauté. C'est aussi garder une forme de légitimité à travers, j'en reviens à cela, le respect de la parole du peuple, du vote du peuple, la proportionnalité à l'Assemblée nationale, le renforcement de l'échelon local de la commune. Vous savez, moi j'habite une grande ville, je suis conseiller municipal d'une grande ville, mais dans le quartier, tout le monde sait que vous êtes conseiller municipal et on vient vous voir pour régler de Toulon, la plus belle ville de France. Après, désolé Pontivy, Mais voilà, je crois aussi à cet enracinement le sens de l'engagement politique procède aussi de l'enracinement, les deux pieds dans une terre bien déterminée, avec des gens qui vous connaissent et qui demandent, quand ils ont besoin d'aide, qui demandent de pouvoir être aidés. Soisic, Perrault, sur ce sens. Finalement, le sens qu'on donne à son action de politique, c'est justement donner la confiance. Est-ce que on fait, moi, je le dis souvent, je fais de la politique avec le cœur. Je fais de la politique aussi sous le regard de mes enfants, de ma famille, de mes amis, des habitants. Et c'est important aussi de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on défend pour l'intérêt général ? Où est-ce qu'on se sent utile, finalement ? Et je vais dire qu'on a les politiques finalement qu'on mérite, parce qu'aujourd'hui on est jugé tout le temps, sous toutes les coutures, sur toutes les coutures. Alors ça, c'est aussi la transparence de la vie publique qui a voulu ça. On regarde maintenant tout. Et peut-être que ça a un côté, effectivement, sur le papier, ça peut être bien, c'est louable au premier abord, mais finalement, ça peut aussi dégoûter certains de l'engagement politique et finalement arriver vers une médiocratie à des élus qui n'ont plus envie de s'engager. Et le nivellement vers le bas.
Moi, je crois qu'il faut justement encourager. Alors, on parlait d'indemnité et tout ça. Oui, parce que effectivement, quand on a fait des études et qu'on a envie de s'engager pour mieux maîtriser les dossiers, parce que ça demande des fois il y a des complexités de dossiers qui demandent à avoir des compétences. Et voilà, c'est le sens aussi qu'on donne. Qu'est-ce que moi, mes compétences d'élus, je peux apporter au sens de mon engagement, et puis de le faire en se regardant dans la glace le matin et en disant, voilà, je fais des petites choses au quotidien, mais... Bénédicte Pétel, voilà. Il faut réenchanter l'engagement. Alors, pour réenchanter ce qu'on disait, le sens du politique, l'engagement, effectivement, c'est à nous d'être au service du bien commun pour un projet de société. Et pour cela, il faut qu'on soit accessible, qu'on soit à l'écoute. Et je reconnais que notre fonction de député est souvent mal connue. Et les personnes, je donnais l'exemple du petit entrepreneur qui a du mal à embaucher parce qu'il y a des charges, voilà. Et je lui disais, mais allez voir les députés, échanger, discuter. Au moment d'un projet de loi, vous n'êtes pas d'accord, allez le voir, proposer des amendements, discuter ensemble. Et c'est vrai que là, on doit, nous députés, se rendre plus accessibles. Voilà. Et ça va être avec. C'est comme ça que vous allez faire la réforme des retraites quand on sait que Oh, d'emblée, non, il y ça aura sera une autre émission. Le 49.3, bah oui, mais Madame Simonet. c'est quand même, il y a quand même un gap énorme entre faire croire que les députés de La République En Marche sont en train de collaborer Allez, les lois avec les à citoyens, Alexandra Beljoudi. quand on sait qu'ils vont passer en force. Ça sera l'objet d'un autre rendez-vous. Alexandra Beljoudi, sur l'engagement. L'engagement et le réenchantement. Participer à la vie de la cité, faire politique avec un grand P appartient à tous, doit appartenir à tous et on doit en apporter les garanties. Et en tant qu'élu local, on doit organiser cette participation de tous, de toutes. C'est un engagement fort. Je souhaite et j'espère réellement pouvoir le mettre en œuvre dans mon mandat, même certes si je suis dans la minorité. Dans le cadre d'une démocratie représentative, chaque élu local doit faire preuve d'exemplarité et de transparence. Transparence de la vie publique, transparence des agendas, transparence des rencontres, etc. Et l'exemplarité. Et enfin aussi l'information, la circulation de l'information et la formation des citoyens et des citoyennes. On parle de confiance envers les élus, on doit aussi faire confiance aux citoyens et aux citoyennes pour une gouvernance partagée, de débattre ensemble et de décider ensemble. À vous entendre, la démocratie n'est donc pas en péril. Il y a un malaise démocratique. Il est aujourd'hui vital. Il me semble vital, voilà, qu'on se remonte les manches. Et en tant qu'élu local, on renverse les choses. On doit rendre des comptes aux citoyens et citoyennes. Il faut désacraliser ce rôle de l'élu, l'ultra-personnification et cette espèce de divertissement qu'il y a autour, alors notamment autour de l'élection présidentielle. Nous sommes dans l'exercice du pouvoir, l'exercice de notre souveraineté. Et donc, il est grand temps qu'on se remonte les manches et qu'on y aille tous ensemble. On vous a bien entendu. Merci à tous et à toutes pour ce débat très éclairant sur la confiance à retrouver dans les élus. Merci à vous derrière vos écrans. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Vous retrouvez le mois prochain Charlotte Reynaud, ici même. Très bonne soirée.